Bonjour, on est le 10 mars, mercredi 10 mars 2021, avec une météo qui semble très fraîche à l'extérieur. Bon, on voit de plus en plus de clarté qui apparaît après les heures soi-disant sombres de l'hiver. C'est-à-dire, on commence à arriver à une certaine une fin de clarté vers 19 heures. Vers 19 heures, on commence à aboutir à la fin de clarté de la journée. Sachez qu'aujourd'hui, il fait quand même nuageux. Bon, je vous dis qu'il y a une certaine fraîcheur avec, bon, un certain taux d'humidité. C'est très bon pour faire du sport en extérieur. Voilà, je vais vous présenter ici une vidéo très importante concernant l'électricité, notamment les études de circuit. Les études de circuit, bon, il y a un certain théorème qu'on appelle le théorème de Thévenin. Théorème de Thévenin. Ben, ici, justement, je vais voir ce théorème parce que je vais en avoir l'utilité bientôt de ce théorème de Thévenin. Donc, il est simple, très simple, je dirais. Il ne faut pas avoir fait 50 ans d'études pour savoir faire voilà, aborder un tel type de théorème. Il est abordable pour n'importe qui. Euh, voilà. Le tout, c'est de savoir, il y a des compétences à ça, c'est de savoir ce que c'est qu'une résistance. Bon, qu'une personne ne sait pas ce que c'est qu'une résistance et comment les câbler. Alors, je vous rappelle que les résistances, on peut les câbler en série parallèle ou en circuit mixte ou encore en étoile triangle. Donc, le câblage. Le câblage des résistances ben, peuvent être de différents types, série, parallèle, mixte, c'est une association voilà, de séries parallèles, et alors on peut les mettre en étoile, voire en triangle, et faire des transformations d'étoile vers triangle, ou etc. Voilà. Et ça, ce sont les façons de câbler les résistances. Maintenant, on peut avoir des résistances simples, hein, on peut avoir une résistance simple. Si elle est simple, il n'y a pas de couplage. Hein. Alors ça, c'est le câblage ou ce qu'on appelle les couplages. Câbler, c'est comment couple-t-on des résistances. Couplage. On peut coupler avec d'autres éléments tels que des condensateurs, etc. etc. Hein. Bon, le série parallèle, mix, étoile, triangle, c'est une forme de couplage, mais elle n'est pas valable que pour les résistances. On peut faire des associations de résistances, self condensateur, peu importe, on peut s'amuser à faire des circuits, voilà, avec des couplages, voilà, comme cité ici. Ça, c'est les types de couplage qu'on peut retrouver en électricité. Bien sûr, avec des résistances, bon, on peut avoir des condensateurs, voilà, c'est L, condensateur, self, résistance. Donc, on peut avoir une association voilà, de composants, de self. Bon, je vais retirer le mot câblage ici pour retenir que le mot couplage. Donc c'est une association de, de composants électriques ou électroniques qui est, bon, on peut mettre une résistance, une self, un condensateur. Voilà. Ici, bon, je suis en électricité, donc je prends des composants voilà, d'électricité. C'est de l'électricité, voilà, je formais. Ben, bien sûr, le théorème de Thévenin est valable en électricité comme il est valable en électronique, bien sûr. Hein. Bon, il est utilisé en électricité, si bien en électricité qu'en électronique. Donc, on peut coupler des composants, des composants RLC. On peut les coupler, voilà, et bien sûr, le type de couplage, ben, vous les voyez ici. Série parallèle mix étoile triangle. Bon, ceci étant dit, le théorème de Thévenin, bien sûr, il y a un but, hein, il y a un but au théorème de Thévenin. S'il il a été abordé en tant que théorème, c'est qu'il a un but, bien sûr, dans l'usage de l'électricité, de l'étude de circuits. Eh bien, c'est de remplacer un réseau complexe. Hein, bon. Donc, j'ai une boîte noire. Ça, c'est une boîte noire. À l'intérieur, ben, il y a
une association d'éléments. Comme je vous ai dit, bon, ça peut être des condensateurs, des sèves, voilà, etc. Il peut avoir tout ce qu'on veut là-dedans. Ben, en tout cas, les trois composants que je vous ai cités. Et ça, c'est une boîte noire. Bon, et alors, dans cette boîte noire, ben, c'est un réseau de couple, c'est-à-dire réseau. C'est une forme de couplage, des composants, comme je vous ai dit, mais dès le moment où vous couplez des éléments dans un réseau, eh bien, vous aurez avoir l'apparition de nœuds. Hein, voilà, je prends une résistance, hein, je mets avec un condensateur. Ah, ici, j'ai mal dessiné mon condensateur. Voilà, j'ai un point ici. Bien sûr, il faut toujours deux bornes en électricité. Hein, il y a toujours deux bornes. Il faut bien que les électrons partent d'un endroit et arrivent d'un endroit. Donc, c'est normal qu'il y a toujours deux bornes aux éléments électriques. Hein. Je parle des éléments électriques parce que si je prends le transistor, là, c'est un peu spécial le transistor. Il y a trois broches. Bon, si je prends le transistor bipolaire, il y a trois broches. C'est une espèce de diode. Voilà, c'est normal que. Et alors, on peut avoir des portes E où on peut introduire plusieurs entrées. Bon, là, voilà. Et il y a des composants électroniques, je dirais, plusieurs pattes. Voilà, on peut avoir 8 pattes. S'il y a 8 données qui arrivent, à 8 pattes, plus le reset, ça fait 9. Plus voilà l'alimentation. Voilà, on a plusieurs pattes. Bon, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est plusieurs pattes voilà, qui vont. Mais ici, moi, je vous parle des composants RLC. RLC, un condensateur, mais c'est deux pattes. C'est un composant, on va dire, dipolaire. Il y a deux pôles. Il y a toujours deux pôles. C'est un composant dipolaire. Là, il y a deux pôles possibles. Et si je prends une self, voilà, qui est. Voilà. Là, c'est un circuit. Enfin, c'est pour. On aura une charge électrique s'il est chargé. Là, on a une charge magnétique s'il est chargé. Et là, ben, c'est un élément passif. C'est un élément passif. La résistance est un élément passif. Il va pas accumuler d'énergie, si vous voulez. Autant le condensateur va accumuler de l'énergie, la self va accumuler de l'énergie. Par contre, la résistance va absorber de l'énergie. Donc c'est R carré T. R carré T. Voilà. Et ça, c'est l'énergie électrique qu'elle va, on va dire fournir. Le Q qui va fournir. La chaleur qui va fournir. Voilà. Il va fournir une certaine énergie calorifique. Donc il y aura une transformation d'énergie électrique en énergie calorifique pour la résistance. Voilà. Mais donc le condensateur, c'est un réservoir de charge électrique. Donc c'est un réservoir de charge électrostatique. Donc on peut mettre en réserve des charges électrostatiques. Maintenant, vous allez me dire, ouais, pourquoi on ne met pas les éclairs, comment on appelle ça, les éclairs. Comment ça se fait qu'on ne sait pas on manque de moyens technologiques pour récupérer voilà, toute cette accumulation de charges électriques, parce que dans les orages, de toute façon, les orages, c'est pas tous les jours qu'on a des orages, ça c'est déjà une chose. Ah, mais récupérer les orages peut permettre d'alimenter, je veux dire, des villes. Hein. Donc, bon, maintenant, c'est savoir le faire. On peut, on pourrait récupérer, voilà, l'énergie électrique qu'on a dans les orages. Et là, c'est immense. C'est immense comme réserve d'énergie électrique. Donc, voilà, de charge électrostatique qui peut être absorbée par un système. Mais encore faut-il trouver le système pour pouvoir, voilà, s'en accaparer et de l'accumuler. Alors, autre chose maintenant, donc ça c'est pour une réserve de charge électrostatique, mais ça voilà, ça va, on va dire, c'est une bobine. Là, on a plus un champ électrique, mais un champ magnétique. On a un champ magnétique. Là, on a un champ électrique. Et alors, on peut voilà, créer voilà, un champ magnétique à partir de bobines, voilà, ou accumuler ou restituer, si vous voulez, un champ magnétique. Un champ magnétique, on peut le créer, voilà, créer un champ magnétique. On peut voilà, accumuler un champ magnétique
et on peut le restituer. Tout comme un champ électrique au condensateur, on peut accumuler des charges électriques, électrostatiques, et on peut les restituer. Donc créer, c'est accumuler, on les accumule. Enfin, créer, ça veut dire partir de zéro. On n'avait rien, voilà. Par contre, un condensateur peut être soit vide. À ce moment-là, on crée des charges électrostatiques, c'est-à-dire elle va absorber des charges électrostatiques à partir de rien, alors qu'elle n'avait rien c'est comme un camion qui est vide, hein, on le remplit de marchandises. Ou alors le camion il contient déjà voilà, des marchandises et on continue et on ramène d'autres marchandises. Donc un condensateur peut être vide ou peut-être, je veux dire, rempli, ou peut être partiellement, je veux dire, voilà, partiellement, je veux dire, chargé. Donc ces charges-là, c'est pour soit les stocker, on les accumule en tant que stockage, et on peut les restituer quand on doit les déstocker pour un usage quelconque. Bon, et on peut faire ça avec voilà, le champ magnétique, c'est-à-dire avec les selfs, les bobinages. Voilà. Le L, c'est la selle d'induction, L, qui se mesure en Henry. Voilà, et C, c'est le condensateur, qui se mesure en farad. C'est l'élément capacitif qui se mesure en farad. Et R est la résistance qui se mesure en ohm. Donc là, ça se mesure en ohm pour la résistance, en Henry pour voilà, pour la self, et pour le condensateur, c'est en farad, qui est une très grande unité. C'est pour ça qu'on parle de microfarad, millifarad, nanofarad, parce que c'est tellement grand le farad. Un farad, c'est immense. C'est immense. Alors, voilà. Donc ici, je vais mettre une self. De nouveau, un condensateur avec une résistance. Voilà. Et vous faites un circuit. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a toujours des points comme ceci, ce qu'on appelle des nœuds. Voilà. Un nœud 1. Le condensateur est entre le nœud 1 et raccordé au nœud 1 et nœud 2. La self est raccordée au nœud 1, nœud 2, la self L1, L, ou je vais l'appeler L. Voilà, et le condensateur C1. Voilà, et là j'ai R1 entre le nœud 1. Qu'est-ce qu'il y a entre le nœud 1 et le nœud 2? Mais c'est la résistance R1, C1 et la self L. Bon, ensuite ici j'ai un nœud 3. Qu'est-ce qui est raccordé entre le nœud 1 et le nœud 3? Ben, c'est le condensateur numéro 2. Voilà. Là on a un nœud 4. Qu'est-ce qui est raccordé entre le nœud 3 et le nœud 4? Ben, c'est la résistance R2. Qu'est-ce qui est raccordé entre le nœud 2 et le nœud 4? Ben, c'est la résistance R3. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai créé un réseau d'éléments qui associent donc résistance, capacité et self. Mais quand des moments où vous avez des créations d'un réseau avec des nœuds, mais d'office, vous avez la création de ce qu'on appelle des mailles. À l'intérieur, on a une maille. Voilà, la maille, une maille, 1, M1. Je le fais tourner dans le sens horlogique. Voilà, la maille est de M2. Qui sera fondamental pour l'étude des courants. La maille M3. Voilà, je les fais tourner tous dans le même sens. Et ben, là, j'ai 3 mailles. Bien sûr, il y a une maille extérieure. Hein. Normalement, j'ai une maille extérieure voilà, qui va regrouper normalement tout l'extérieur. Voilà, il y a l'extérieur. Il y a tout ce qui est intérieur au nœud. Extérieur au nœud, il y a quand même une maille. On peut définir une maille en extérieur. Donc, c'est ça un réseau. Un réseau, c'est constitué de nœuds, ce qu'on appelle de nœuds et de mailles. De nœuds et de mailles. Bon, maintenant, ça peut être qu'un circuit à résistance. C'est pas dit que c'est un circuit à condensateur. Je suis pas obligé de mettre des condensateurs, je suis pas obligé de mettre des selfs. Voilà, je peux avoir que des résistances. On peut avoir un réseau résistif, pur, que des résistances. On peut avoir un réseau qu'à résistance. Donc ici, la boîte noire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un réseau, on va dire, qui peut être complexe ou simple. Hein. Un réseau simple, voire complexe. C'est un réseau simple, voire complexe. Bon, je peux le prendre complexe. Simple ou complexe.
Complexe, ça veut dire difficile, hein, ardu, un réseau, je veux dire, composé de beaucoup de résistance. Voilà. Plus il y aura de résistance, plus ça sera difficile. Ça peut être un réseau simple ou complexe. Bon. Alors, donc, bien sûr, il y a une résistance externe qui est raccordée à la boîte noire. Donc, je vais raccorder une résistance. Voilà, je raccorde une résistance. La résistance, je vais l'appeler R. Bon, qu'est-ce que c'est cette résistance? La résistance de ce qu'on appelle la résistance de charge. C'est là où va débuter voilà, tout le circuit sur une résistance d'utilisation. C'est la résistance d'utilisation extérieure, ou ce qu'on appelle la résistance externe, voilà, qui ne constitue pas le réseau, si vous voulez, ou ce qu'on appelle la résistance de charge. Il y a plusieurs noms à ça. Voilà, il y a plusieurs noms. Donc, on peut attribuer plusieurs noms à la résistance externe, qui est la résistance d'utilisation que je peux appeler RUT. On peut l'appeler R de charge, ou encore voir R d'utilisation. Voilà, ou R externe. Ou tout communément, voilà, externe ou extérieur. Externe ou extérieur. Ou tout simplement R, je l'appelle R. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a des hypothèses. Hein. Bon, on ne fait pas ça comme on veut. Je vous le dis tout de suite, sur les réseaux là, complexes, il y a des hypothèses. Alors, moi, je vais considérer ici que j'ai qu'un réseau à résistance. Voilà. C'est un circuit résistif pur. Il n'y a que des résistances. Un circuit de résistance, c'est-à-dire série, parallèle, mixte, en étoile, en triangle, peu importe. Voilà. Donc, les hypothèses sont là. On a un réseau résistif pur, c'est-à-dire qu'il n'y a que des résistances mises en couplage étoile-triangle simple, ou on peut avoir une résistance simple, hein, bon, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, on a. Enfin, ici, il faut quand même un réseau. Hein. Il faut quand même un réseau. Il faut quand même. Je veux dire, on va pas mettre une résistance simple. Quoi qu'on pourrait, il n'y a pas de problème. On peut avoir une résistance simple. Ça peut être simple. Ouais, j'ai bien lu une simple complexe. Donc, on peut avoir une simple résistance. On peut mettre une simple résistance. Ou on peut mettre, voilà, une association de résistance. Voilà. Alors, bien sûr, le réseau, c'est pas un réseau qui est passif. Hein. C'est pas un réseau passif. C'est un réseau, bien sûr, avec avec un générateur actif. Il y a des générateurs actifs dedans. Donc on n'a pas qu'un réseau résistif pur, mais on a aussi des forces électromotrices qui vont fournir l'électricité au réseau, au réseau. Donc, le but justement de théorème de Thévenin, c'est de remplacer donc le réseau simple, là qui est simple. S'il est simple, on ne le fera pas. C'est pour ça que je n'aime pas ce mot simple, hein, parce que s'il est simple, le réseau, on peut le calculer directement. Hein. Je peux le calculer directement. Voilà, je préfère prendre en compte que bon, le réseau il est plutôt complexe, parce que s'il est simple, autant le faire. Voilà, s'il est très simple, quoique bon, ça dépend de ce qu'on appelle simple. Ça dépend de ce qu'on appelle simple. S'il est moyennement simple, il y a des degrés de simplicité. Bon, une résistance n'est pas de résistance. Deux résistances, c'est simple, mais bon, c'est déjà un peu moins simple qu'une résistance. Trois résistances, on va dire que c'est aussi simple. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle simple? Bon, là encore, ça dénote, je veux dire, d'une certaine, on va dire, c'est relatif, de notions relatives. Ça dénote de notions relatives. Voilà, on ne peut pas dire que. Qu'est-ce que définir le simple? C'est difficile à définir. Donc, ce qui est simple pour quelqu'un n'est pas forcément simple pour une autre personne. C'est comme un petit peu
La beauté, ce qui est beau pour une personne n'est pas forcément beau pour une... Bon, c'est relatif, ce sont des critères relatifs. La beauté, bon, il n'y a pas une convergence de vue concernant la beauté. Bon, la beauté, chacun a ses critères de beauté. Donc, que vous regardez un tableau, quel est les critères qui vous permettent de dire que le tableau est beau? Ben, chacun ses critères. Chacun ses critères. Certains auront les mêmes critères, d'autres auront des critères différents. Bon, ce qui est donc bon, un tableau qui peut être, je veux dire, magnifique pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et donc un réseau simple, c'est peut-être simple pour quelqu'un, mais peut-être moins simple pour une autre personne. Et un réseau complexe peut être simple pour certaines personnes, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce que c'est que simple, complexe? Bon, ça reste à définir en fonction voilà, de ce que du jugement de la personne qui est en face. Donc, maintenant, je vais en venir au théorème de Thévenin. Le but du théorème de Thévenin, parce qu'il y a un but à ça, c'est de remplacer donc, un réseau complexe alimentant un récepteur par un générateur linéaire équivalent. Voilà, il faut bon, j'ai oublié de dire un mot. Ici, je peux dire aussi résistance extérieure. Ou je peux dire aussi résistance. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots pour ça. Hein. Récepteur. Il y a beaucoup de mots pour ça. C'est tous des mots équivalents. Hein. Bon, vous dites résistance de l'utilisation, résistance extérieure, résistance de charge, résistance. Voilà, c'est différents mots. C'est comme en français, il existe voilà, des synonymes. Les synonymes, il existe en français pas mal dans la grammaire, les synonymes, les homonymes, voilà, tout ce qui s'ensuit. Si ça peut la même chose, c'est utiliser le même mot qui signifie la même chose. Donc le but, je vous ai dit que c'est de remplacer un réseau complexe, donc qui est la boîte noire, alimentant donc un récepteur qui est R par un générateur linéaire équivalent. Voilà, par un récepteur, enfin, on va remplacer par ce qu'on appelle ceci, la boîte noire, je vais le remplacer par un générateur linéaire. Attention qu'il faut que ce soit linéaire. Ça, c'est une des hypothèses. Hein. Il faut qu'on ait un réseau linéaire, bien sûr. Vous aurez compris. Hein. Il faut qu'on ait le réseau soit linéaire. Linéaire. Donc, ce qui veut dire que linéaire, bon, ça veut dire que par exemple, la droite est un. Voilà, enfin, la résistance est si vous mettez une tension, vous allez avoir voilà, une image suivant une droite. La droite est du premier degré, donc voilà. Donc, si vous mettez que des résistances, ça marche. Parce que le condensateur, c'est une exponentielle, c'est pas linéaire. Hein. La self, c'est aussi des exponentielles, c'est pas linéaire. Donc, ce qui veut dire que le réseau complexe, là, je vous ai dit qu'en hypothèse, il fallait que ce soit du résistif pur. Bon, de telle manière à avoir un réseau linéaire. Là, maintenant, en mettant du résistif pur, ben, j'ai un réseau linéaire. Voilà, ça c'est l'hypothèse. Donc, ça veut dire que je ne peux pas mettre de condensateur dans le réseau. Je ne peux pas mettre de condensateur pour, en tout cas, le théorème de Thévenin. Hein. C'est le théorème de Thévenin qui veut ça. Voilà. Mais si vous ne pratiquez pas le théorème de Thévenin, vous pouvez mettre des condensateurs, des selfs dans le réseau. Hein. Un réseau peut être complexe avec des résistances, des condensateurs. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Le réseau, vous pouvez mettre des condensateurs, des selfs, tout ce que vous voulez. Mais pour Thévenin, ben, il faut que ce soit un réseau linéaire. Voilà, pour Thévenin, il faut que ce soit un réseau linéaire. Donc, ici, il est composé de résistance, voilà, et de générateurs à tension continue. Bon, alors, on va remplacer ça par quoi? Ce réseau complexe, voilà, je n'en parlerai plus. Pourquoi? Parce que justement, le but de la manœuvre, c'est de remplacer ce réseau, cette boîte noire, deviendra par une transformation, hein, on va faire une transformation, voilà, et deviendra un générateur
voilà, un générateur, avec sa résistance, couplée avec sa résistance interne. Voilà. Donc toute cette fameuse boîte noire là que je vous ai montré, elle deviendra ceci. Et ça, c'est la fameuse boîte noire. Le réseau complexe de résistance avec les générateurs et tout ce qui s'ensuit. On peut avoir plusieurs générateurs dans le réseau complexe. Voilà. Cette boîte noire là que je viens de tracer. Bien sûr, avec la résistance extérieure. Hein. Là, j'ai une résistance extérieure. Voilà. Enfin, du moins, c'est comme ceci. Voilà. Donc ce réseau complexe, le réseau complexe, on va dire ce réseau complexe linéaire, ce RCL, hein, on va dire ce RCL, réseau complexe linéaire, un réseau complexe linéaire, c'est-à-dire qu'on a des résistances pures, mais on a un certain degré de complexité du réseau. On peut avoir des réseaux simples. Si vous prenez par exemple le réseau Internet, c'est un réseau hyper compliqué parce que c'est des millions d'utilisateurs, voire des milliards. C'est des milliards d'utilisateurs, donc je vous assure que le réseau là, il dépasse l'entendement, je vous le dis tout de suite. C'est le plus grand réseau qui puisse exister au monde. Enfin, quoique, bon, un des plus grands réseaux qui pourrait exister au monde, c'est le réseau, voilà, d'interconnexion, voilà, d'ordinateurs entre eux. C'est le réseau, ce qu'on appelle le réseau Internet, qui est International Network, réseau international. Bien sûr, un réseau international informatique, parce que ce sont des ordinateurs qui sont liés entre eux. Voilà. Donc ici, on a un réseau aussi, mais un réseau de résistance. Mais il y a aussi des générateurs. Et ce réseau complexe de linéaire va être remplacé tout bonnement par un générateur, un seul, il n'en restera plus qu'un seul, et une seule résistance, qui sera la résistance, on va dire, la résistance interne de ce générateur. Voilà. Il restera ceci. Voilà. Et donc ça, c'est une équivalence, ça s'est transformé en une équivalence. Hein. Le réseau complexe est devenu ceci. On a transformé le réseau complexe linéaire en un circuit équivalent. Circuit équivalent composé d'un générateur et de sa résistance interne. Parce qu'à tout générateur, il y a une résistance interne. Voilà. Donc le but de la manœuvre, c'est de trouver justement la valeur de la force électromotrice E. Il y a une force électromotrice E. Entre les bornes, bien sûr, du générateur A, B. Il y a une force électromotrice qui se mesure en volts, bien sûr. Et on a une résistance interne que je vais appeler R. Ouais, ici, je vais changer les noms. Je vais changer les noms. Parce que généralement, on va coupler ceci avec la résistance extérieure. Voilà. Ici, j'ai les bornes. Les bornes qui vont faire, bien sûr, la jonction entre la résistance extérieure, la résistance externe, ou la résistance d'utilisation, ou la résistance de charge, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, R. La jonction entre R et, bien sûr, le générateur de Thévenin, ce qu'on appelle un générateur de Thévenin. Générateur de Thévenin, qui est composé d'une force électromotrice de Thévenin et une résistance interne R que je vais appeler, bon, là, les points ils sont là, hein, d'interconnexion, ils sont là, AB. Donc ça, c'est la résistance RAB. Donc c'est la résistance interne. Voilà.
Donc, le but de la manœuvre, justement, c'est de remplacer un réseau complexe par un générateur de Thévenin. Ces générateurs de Thévenin, mais il faut en déterminer deux choses. La tension, la force électromotrice de Thévenin, il faut rechercher que vaut-elle. Que vaut la force électromotrice de Thévenin, mais que vaut aussi cette résistance de Thévenin, résistance interne, RAB. C'est-à-dire qu'il faut déterminer, en gros, il faut déterminer les caractéristiques, si vous voulez, du générateur équivalent. Les caractéristiques du générateur équivalent, il n'y en a pas 36, il y en a deux. Il y a la force électromotrice de Thévenin et il y a la résistance interne de Thévenin. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut rechercher. C'est ça qu'on demande de rechercher. Que vaut la résistance la force électromotrice de Thévenin et que vaut la résistance, et c'est clair net, c'est ça rechercher un circuit suivant le théorème de Thévenin, mais c'est rechercher que vaut la force électromotrice de Thévenin et que vaut la résistance interne de Thévenin. Alors, ce qui veut dire qu'il faut faire deux recherches. Il faut chercher, déterminer donc les éléments du générateur, tout simplement. Du générateur équivalent, hein, bien sûr, c'est un générateur équivalent, parce que c'est un schéma équivalent à un réseau complexe. Constitué, bien sûr, je vous rappelle, de générateurs et de résistances linéaires. Ce sont des résistances linéaires. Parce qu'on peut avoir aussi des résistances non linéaires, ça existe. Hein. Je prends une CTP, une CTN, voilà, il y a des résistances qui sont dites... voilà, il existe des résistances non linéaires. Il n'y a pas forcément toujours des résistances linéaires. Bon, ça veut dire que résistance linéaire, ça va suivre du premier degré, donc des droites. Ça va être une droite. Alors justement, là je vais vous montrer comment on détermine ce E Thévenin. Alors, pour déterminer le E de Thévenin, je reprends ceci. Je sais pas. Il est très simple de trouver le E de Thévenin. Je reprends ceci et je décable la résistance d'utilisation. Je décable ceci. Et en lieu et place de ceci, je mesure la tension par un voltmètre. Là, en mesurant ça, vous mesurez ce qu'on appelle la tension à vide. C'est-à-dire vous n'avez pas de circulation sur une résistance de charge. Le courant dans la résistance de charge, IR, vous allez me dire, il y a un courant dans le voltmètre, bien sûr, hein, mais c'est un petit courant. C'est un petit courant qui va permettre de faire fonctionner le voltmètre. Bon, donc vous mettez vous mettez un voltmètre pour mesurer, si vous voulez, la tension. Bien sûr, si vous deviez mettre un ampèremètre ici, on mesure IR vaut 0, et on mesure la tension, la force électromotrice de Thévenin. Avec ça, vous mesurez ETH, avec le voltmètre. Voilà. Et alors, cette valeur à vide, on va l'appeler, si vous voulez, ce E Thévenin, on va l'appeler, c'est la tension à vide, U0. Donc on mesure la tension à vide. Bon, donc comme je vous ai dit, il suffit d'ouvrir la branche AB. Hein. Il n'y a pas besoin de tout enlever. Hein. Il n'y a pas besoin de tout enlever. Si vous avez l'interconnexion de la résistance, si vous faites ceci, là, ça c'est la résistance, vous enlevez qu'une broche, ça suffit, et vous mettez le voltmètre ici. Hein. Et vous allez mesurer la tension. Il n'y a pas besoin d'enlever complètement la résistance. Alors maintenant, comment faire ça à l'aide d'une courbe? Eh bien, vous savez très bien qu'il faut regarder la caractéristique
ou si vous voulez, la caractéristique en charge du générateur. Bon, la caractéristique en charge d'un générateur, c'est U, on a U ici, et bien sûr, là, on a le courant. Ben, s'il n'y a pas de courant, si vous 0, vous avez la tension à vide. I égale 0, on a la tension à vide qu'on appelle U0. Et au fur et à mesure que le courant augmente dans la résistance de charge, la circulation dans le courant dans la résistance de charge, là il y a une là vous avez remis la résistance de charge, hein. C'est voilà, là c'est que vous mesurez bien sûr vous avez mis une résistance et là vous mettez un voltmètre. Bon, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Et un ampèremètre. Le courant qui va circuler ici, le U qu'on va voir là, c'est la tension U, et ça c'est le courant qui va passer, qui va circuler dans la résistance de charge. Au fur et à mesure que le courant va augmenter, mais la tension va diminuer. Elle va diminuer. À un moment donné, vous allez vous en rendre compte, elle va toucher l'axe des Y, c'est-à-dire U vaudra 0. On aura voilà ce qu'on appelle le courant de court-circuit. Le courant de court-circuit. Voilà. Et donc, le U0, il est là. Donc, c'est une forme de droite. Hein. Voilà. Donc, pour trouver le courant de court-circuit, il faut résoudre voilà, rechercher le I pour lequel le U vaut 0. C'est le I pour lequel le U vaut 0. Le courant de court-circuit, il faut rechercher que vaut le courant de court-circuit, mais c'est quand U vaut 0. Que vaut la tension de court-circuit, enfin la tension à vide, je m'excuse. Que vaut la tension à vide, mais c'est quand I vaut 0. Ça, c'est tension à vide. Et celui-là, au-dessus, c'est le courant de court-circuit. Alors, le courant de court-circuit, bon, c'est quand U vaut 0. Voilà, donc en gros, la caractéristique, d'un générateur doit être connue par cœur. Si vous faites de l'électricité, si vous ne connaissez pas la caractéristique d'un générateur, d'abord le dessin, hein, ça c'est la forme géométrique. Hein. Je suis en train de faire la forme géométrique. Voilà. Et ça doit être connu de tout électricien. Celui qui ne connaît pas ça en tant qu'électricien, en fait, il ne connaît pas sa matière, tout simplement. Tout bonnement. Il ne connaît pas sa matière. Alors, rappelez-vous que c'est U en fonction de I. U est fonction du courant.
I en ampères, U en volts. Alors vous allez me dire, la caractéristique c'est quoi? Ben, vous aurez compris que c'est E, voilà, E, enfin plutôt U parce que je cherche U, en fonction de I. Mais pourquoi on démarre de haut? Parce qu'il y a une force, une force électromotrice de départ. E. Et bien sûr, pourquoi ça diminue? Parce qu'on fait E moins la résistance interne à B fois le courant I. Voilà. Ce qui veut dire que là, on a la force électromotrice quand on a I égale 0. Si vaut 0, ceci vaut 0. RAB fois 0, ça fait 0. Donc il va rester U égale E. Donc là, on a U égale E, c'est la tension en vide. Vous mesurez voilà, la force électromotrice de Thévenin. Donc on a U0, ce fameux U égale U0, voilà, c'est la tension à vide. On mesure la tension à vide, là, si I vaut 0. Bon. Alors maintenant, si le courant augmente, on augmente le courant, ben, la résistance interne n'a pas bougé, elle reste constante, c'est une résistance constante. Donc on a l'équation de droite qui est Y égale le I c'est X, je vais l'écrire sous forme d'une équation de droite. Le E c'est l'ordonnée à l'origine que j'appelle B, voilà, moins le Y, enfin le I c'est X, et le coefficient angulaire c'est AB, c'est le B, c'est RAB. Donc on a une droite d'équation Y égale moins AX plus B. Voilà. Et si vous voulez déterminer le courant de court-circuit, mais il suffit de faire Y égale 0. Et vous aurez B égale AX qui fait que X égale B sur A. Voilà, ce qui veut dire, en d'autres termes, B sur A, c'est, si je prends l'équation du circuit électrique, la caractéristique, hein, c'est la caractéristique du générateur, RAB fois I, pour avoir le courant de court-circuit, je fais U égale 0. Hein. Si U égale 0, j'ai E moins RAB fois I. Donc le ICC, je résous, l'équation est égale à E sur E, il passe de l'autre côté, bon, voilà, et on divise par moins RAB, donc on aura E sur RAB. Par contre, il doit être positif normalement. Oui, parce que si je fais passer de l'autre côté, on aura moins E, mais avec le moins de moins RAB, ça va donner E. Voilà. Je résous, je fais juste résoudre. Hein. Voilà. Donc on aura le courant de court-circuit vaudra la force électromotrice sur RAB. Tout simplement. Donc si vous voulez la valeur, c'est de ICC, c'est E sur RAB. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la caractéristique. D'ailleurs, je vais marquer en grand, je vais bousiller le schéma, c'est la caractéristique. Voilà, c'est la caractéristique interne, du générateur, caractéristique interne du générateur, de tension avec résistance interne RAB et de force électromotrice E. Et ceci, bien sûr, vous devez connaître par cœur cette caractéristique, cette droite-là. Tout électricien qui manipule les générateurs, bon, s'il ne connaît pas ça, je crois qu'il passe à côté de je veux dire,
du fondamental, voilà, des générateurs de tension. Donc, dans déterminer la force électromotrice H, comment on fait? Ben, c'est d'aller chercher la tension à vide. Hein. C'est chercher la tension à vide. Vous cherchez la tension à vide, vous déconnectez R, vous mesurez voilà, par voltmètre, ou vous le calculez, hein, vous calculez, voilà, voilà, vous mesurez par voltmètre la tension à vide, ben c'est la tension à vide. Le ETVNA mesure la tension à vide. Voilà, maintenant il faut rechercher le RAB. Bon, avant toute chose, je vais dessiner sur GeoGebra une caractéristique ressemblante à celle de, voilà, d'un générateur de tension. Hein, il suffit de faire si, bien sûr, vous prenez les conditions si alors. Alors si c'est négatif, si x est négatif, et que x est plus grand que, je sais pas moi, je vais regarder. Parce qu'il faut que je sache quand ça coupe l'axe des x. En attendant, je vais mettre une valeur. Je vais mettre 7. Alors, s'il est compris, on aura une fonction qui est moins ax. Je vais prendre un exemple. Hein, moins 5x. J'ai un coefficient angulaire négatif. Moins 5x. Voilà, avec un ordonnant l'origine, plus 7 par exemple. Voilà. Voilà. Sinon, ça fait 0. Voilà. Je vais faire un zoom parce qu'on. Voilà. Et on a ce qu'on appelle un segment. Et alors maintenant, je vais enlever la partie qui m'intéresse pas. Voilà, je vais faire le zoom. Alors, celui-ci, je vais le mettre en rouge pour le dissocier de l'axe. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Alors maintenant, l'intersection, vous aurez compris que c'est moins 5 plus 7. Je dois résoudre. Hein. Je dois résoudre. Moins 5x plus 7 égale 0. Donc je prends moins 5 pour trouver le courant de court-circuit. Voilà. Moins 5x. Il faut que je fasse les choses correctement. Je vais écrire l'équation. Moins 5x plus 7 égale 0. Là, on aura moins 5x égale moins 7. X égale 7 cinquièmes. Voilà, 7 cinquièmes. Voilà. Ce qui veut dire qu'en moins 7 cinquièmes, ben, la droite qui est là, ça c'est l'ordonnant à l'origine qui vaut plus 7. Plus 7. Voilà, la pente est de moins 5. Ça veut dire que pour une pente de moins 5, ça veut dire que si vous prenez une unité comme ça, c'est qu'on est descendu de 5. On descend de 5. Voilà, on descend de 5 pour une unité comme ceci. Voilà, donc en fait, la pente, elle fait plutôt comme ceci. C'est une pente moins 5 sur 1. Voilà. Et maintenant, pour retrouver ce point-là, ben, je vais de le résoudre. C'est le courant de court-circuit. C'est comme ça qu'on résout le courant de court-circuit. Voilà. Je vous rappelle que si je fais une analogie avec l'équation U est égal à 1 moins RABI, le I c'est le X. Voilà, donc ce qui veut dire le RAB vaut 5 ici. Le RAB vaut 5 ohms. Et la force électromotrice vaut 7 volts. Voilà. Là, l'analogie, elle se fait comment? Mais c'est 7 moins 5x. Voilà, le I c'est X, le RAB c'est 5 et le E c'est 7. Et là, le Y c'est U. Voilà, et pour résoudre, je résous, ça fait 7 cinquièmes, donc ce qui veut dire que je dois changer, bien sûr, mon inégalité. Oui, j'aurais pu chercher les racines. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Oui, j'ai résolu, mais je peux faire les racines. Racine F. Bon, ici, il aurait fallu que je dessine. Bon, je peux trouver les racines en faisant moins 5x plus 7. Voilà, ça c'est la droite complète. Voilà, vous voyez
la droite complète, hein. Bon, si je fais un zoom, voilà la droite complète. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'on est bien en 7 en ce point-là. Ça, c'est bien le point. Oui, ici, il l'a complètement mal fait, je sais pas pourquoi. Intersection. Voilà, 0,7, l'intersection, je l'ai. Oui, ben, je peux faire l'intersection. Voilà, plutôt que voilà l'intersection ici. Intersection FG1. Non défini. Enfin, pas grave. Alors, à ce moment-là, s'il ne m'a pas trouvé l'intersection, je vais le faire par les racines. Alors, pour ça, c'est racine. Je vais mettre le polynôme qui est G. G est un polynôme du premier degré. L'équation de droite, c'est l'équation du premier degré. Voilà. Voilà, 1,4. Et 1,4, c'est les 7 cinquièmes. Voilà. On est d'accord. Bon, donc maintenant, je sais que j'ai 1,4. Je remonte dans ma fonction. Et je vais mettre... pour autant que j'y ai accès. Voilà. Et là, le 7, je ne savais pas c'était quoi la racine. Maintenant, je la connais, c'est 1,4. C'est 5 septièmes ou 7 cinquièmes. Voilà. Et maintenant, je peux retirer celui-ci. Et j'ai bien la caractéristique. Voilà. Et je pourrais changer hein, la fonction, je pourrais la changer, bien sûr. Changer la force électromotrice, mettre 5 volts. Je peux mettre 5 volts. Alors, il faut que je recherche la nouvelle racine à ce moment-là. Il faudrait à chaque fois que je cherche la nouvelle racine. C'est pas un problème. Oui, je vais regarder. Je vais mettre 5 volts. 5 volts, c'est ici, c'est 5. Voilà, j'ai changé. 5, ben, vous comprendrez que tout a changé. Hein. Bon, voilà, le 5 volts. Enfin bref. Enfin bref, je peux changer. Je peux changer, recommencer une nouvelle fonction. Et mettre 5 volts. Et là, je vais me retrouver, si vous voulez, si je mets 5 volts, je vais me retrouver à 5 volts ici. Voilà, mais à ce moment-là, on aura une nouvelle pente en fonction. Si je change RAB, j'aurai une nouvelle pente. Si je change le RAB, j'ai une nouvelle pente. C'est normal parce que la pente dépendra de RAB. C'est la résistance interne qui fait la pente. Je peux essayer, hein, je peux en essayer un autre. Ben, on va mettre 5 volts. Et là, je vais mettre une pente de... tout à l'heure, j'avais 7 volts, je crois. Ouais, 7 volts. Ici, je mets 5 volts. Mais je veux une résistance. Tout à l'heure, c'était une résistance interne de moins 5. Enfin, de 5 ohms. Ici, je vais mettre 3 ohms. Voilà. Voilà, j'ai une nouvelle droite. Alors, il faudrait la tracer entre ces bornes-là. Il faudrait que je recherche, bien sûr, la racine de H. Voilà, 1,67. Et là, en ayant la racine de H, ben, je peux faire... je vais dupliquer, bien sûr, celui-là pour aller plus vite. Voilà. Alors là, c'est 5 moins 3x. Ou moins 3x plus 5. Voilà. Et alors, il faut que je change 1,67. Et la racine, c'est... tout à l'heure, c'était 7 cinquièmes. 7, c'était le potentiel. 5, c'était le RAB. Donc ici, pour avoir 7 cinquièmes, oui, parce que regardez, je vais vous montrer.
Je vais trouver le coefficient angulaire, je vais vous le trouver ici. Comment trouver le coefficient angulaire? Le coefficient angulaire, c'est vous avez la tension maximale, vous avez U0, la tension à vide, voilà. Vous avez la résistance interne. Le coefficient angulaire, c'est la résistance interne. Voilà. Et pour trouver le courant de court-circuit, ICC, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous résolvez, et ça fera toujours E sur RAB. E sur RAB. Donc, à un moment donné, j'avais la force électromotrice qui valait 5. Voilà. Et maintenant, elle vaut... Enfin, elle voulait 7 auparavant. Maintenant, elle vaut 5. Alors, le RAB, auparavant, j'avais pris moins 5. Parce que l'équation, c'était Y égale 7 moins 5x. Donc, c'était 7 sur 5. On avait trouvé 1,4 environ. 1,4. Voilà. Tandis que maintenant, j'ai pris une nouvelle équation qui est 5. Je ne sais pas ce que j'ai pris comme coefficient angulaire. J'ai pris 3. Donc, RAB vaut 3 ohms. Voilà, et ça fait 5 tirés. Donc, il suffit de prendre celui-là divisé par celui-là. Et vous avez le courant de court-circuit, donc l'intersection. Et donc, moi, l'intersection, elle vaut 1,67. Donc, c'est-à-dire, pour l'avoir avec plus de précision là-dedans, c'est 5 sur 3. Donc, 5 sur 3. Voilà. Il me le change. Voilà, les deux courbes. Donc, ces deux générateurs, voilà, avec leurs caractéristiques internes. Voilà. Il y en a un, il fait 7 volts, vous voyez. Et l'autre, il fait 5 volts. Il y en a un, il a un coefficient angulaire plus abrupt. C'est celui-là qui a un coefficient angulaire beaucoup plus grand, donc une pente beaucoup plus plongeante. C'est une résistance interne beaucoup plus grande. Donc le courant de court-circuit, bien qu'on est à 7 volts, d'accord, plus de tension, mais comme on a une courbe plongeante, le courant de court-circuit va vite arriver en B plus vite que celui qui est en, on va dire, en C. Alors ici, je mettais un point C. J'arrive pas à le mettre. Maintenant, il me l'a mis quand j'en ai plus besoin. Voilà. C'est un 67, hein, vous aurez compris que c'est pas un 68, c'est un 67. Mais vous voyez que tout ça pour vous dire quoi? Que la courbe est beaucoup plus plongeante avec un coefficient angulaire, si vous voulez, plus grand. Elle est plus plongeante. Et donc, fatalement, si elle est plus plongeante, on va se retrouver en B, beaucoup plus vite en B que l'autre ne va se retrouver en E avec une pente beaucoup plus grande. Voilà. RAB, de la force du générateur à 5 volts, un RAB beaucoup plus grand que celui de, voilà, de 7 volts. Donc il y aura un courant de court-circuit beaucoup plus grand apparemment. Donc ça se voit tout de suite. Et donc là j'ai deux caractéristiques de deux générateurs différents. L'un de 5 volts, l'autre de 7 volts avec des résistances internes différentes, l'une avec une résistance interne beaucoup plus grande que l'autre. Donc on a une courbe beaucoup plus plongeante au niveau de la caractéristique. De ce fait, on a un courant de court-circuit beaucoup plus, qui arrive plus rapidement que l'autre. Voilà, donc beaucoup plus petit. Un courant de court-circuit pas beaucoup plus petit en proportion, mais il est plus petit. Le point B est situé avant E.
Voilà, alors maintenant il nous reste à déterminer plus qu'une dernière chose. Donc pour l'instant on a déterminé comment est-ce qu'on appelle ça, la force électromotrice de Thévenin qui est la tension à vide. Bon, il suffit de débrancher AB. Je débranche AB, j'ai la force électromotrice de Thévenin. Maintenant, je dois rechercher maintenant la résistance interne. Que vaut cette résistance interne? Et là, à ce moment-là, le fameux réseau complexe de départ que je vous avais parlé, hein, parce que là, on a un réseau linéaire complexe, et bien il faut juste rendre complètement passif le réseau. Et bien sûr, d'évaluer la résistance. Rendre passif, ça veut dire qu'il n'y a plus de force électromotrice. Donc il n'y a plus que des résistances. Il n'y a plus que des résistances. Alors qu'avant, il y avait des générateurs, puisqu'on a trouvé un générateur de Thévenin, avec une association de résistance qui donnait la résistance interne. Donc tout était pris comme une équivalence, hein, on avait une équivalence, on avait des générateurs, mais maintenant, pour retrouver le RAB, pour retrouver ce RAB, vous devez bannir tout ce qui est générateur. Donc il ne reste plus que des éléments résistifs. Il ne reste plus que des éléments résistifs purs. Donc là, voilà, donc il suffit de déterminer la résistance du réseau à partir des bornes A et B. Bien sûr, vous faites abstraction de la résistance de charge. Hein. Voilà, ce qui veut dire que là, qu'est-ce que vous allez faire? Je ferai un exemple, hein, bien sûr, je vous donnerai des exemples plus tard. Voilà, je ferai un exemple à part. Ici, c'est vraiment un usage qui est toujours identique, comme ceci. Il suffit d'appliquer ça. Mais vous allez voir que j'appliquerai ça. C'est juste ça. Je ferai un exemple et j'appliquerai ça. Et donc maintenant, il suffit de déconnecter la résistance RAB. Enfin, la résistance, oui, la résistance de charge. Je la déconnecte. Et là, j'évalue que vaut la résistance interne du circuit complexe. Et cette résistance interne ne sera rien d'autre que le RAB. Voilà, donc pour avoir... voilà, et c'est ça. Donc on... et dans le courant d'utilisation, en finalité, pour avoir le courant d'utilisation, donc là pour l'instant, j'ai terminé donc la force électromotrice à vide. J'ai la force électromotrice à vide. Donc, le réseau complexe se résume à un générateur, bon, donné par la force électromotrice à vide, bien sûr. Et là, j'ai E de Thévenin. Et pour avoir la résistance RAB et la résistance de Thévenin, mais j'évalue le circuit en débranchant bien sûr la résistance complète du réseau. Et ayant la résistance complète du réseau, ben, c'est la résistance RAB. Alors le réseau, bien sûr, complexe est composé de force électromotrice et de résistance. Hein. Voilà donc on a un réseau actif. Voilà, il y a une force électromotrice, mais pour déterminer le RAB, il faut le rendre passif. Il y a plus de, vous faites en sorte qu'il n'y a plus de résistance, qu'il n'y a plus de force électromotrice. Pour déterminer RAB, vous faites en sorte qu'il n'y a plus de force électromotrice. Voilà. Et maintenant, bien sûr, vous avez tous les éléments pour déterminer le courant avec la résistance de charge. Vous avez tous les éléments. Puisque là, j'ai la résistance de charge. Maintenant, tout est déterminé. Le circuit complexe est remplacé par un générateur et une résistance interne au générateur équivalent. Tout est une équivalence. C'est une transformation qui mène à une équivalence. Donc on va faire une transformation qui mène à
une équivalence, bien sûr, c'est de remplacer un réseau complexe, bien sûr linéaire. Je vous rappelle que c'est linéaire. Et se ramener à une équivalence donc d'un générateur et d'une résistance interne. Au générateur, bien sûr. Alors, ayant tout ceci, maintenant, je peux calculer le courant extérieur, le I. Alors, il est assez aisé de trouver le I, puisque ce courant-là, ben, ce sera la tension à vide, U0 sur donc RAB, plus le R. Donc RAB plus R, c'est la somme des résistances. Donc c'est I est égal à U sur R. I sur la somme des résistances. Parce que le courant I, ben, là on a la Thévenin, c'est U0. Voilà. Donc c'est comme si j'avais un circuit. Bon, je vais faire une transformation pour que ça paraisse plus clair. C'est comme si j'avais le générateur ici, tout seul. Sa résistance interne, je la mêle à la résistance de charge. Donc RAB, R. Donc j'ai un couplage série de résistance. Donc là, on a une force électromotrice qui est égale à la tension à vide. C'est comme si j'avais une tension U0 et vous appliquez à la dôme. Voilà, U0, ben, c'est U0 sur la somme des résistances puisqu'elles sont couplées en série. C'est RAB plus R. Donc I vaudra U sur R, c'est U0 sur la somme des résistances. Et la somme des résistances, c'est RAB plus R. Voilà, et là, vous avez trouvé le courant de charge. Vous trouvez le courant de charge. Non, vous avez tout, hein, vous avez tout. Vous avez le courant de charge. Donc, les conditions d'application du théorème donc de Thévenin sont les mêmes que on retrouve ça pour le principe de superposition. Il faut que la partie du réseau que l'on transforme, donc qu'on va transformer en équivalence, soit bien sûr linéaire. C'est la première hypothèse qu'on prend, c'est un réseau linéaire de résistance. On ne peut pas avoir de résistance, on va dire exponentielle ou logarithmique ou peu importe. Mais la résistance extérieure ici, elle peut être non linéaire, ça on s'en fout. Celui-ci peut être non linéaire. La résistance là peut être non linéaire. Voilà. Ce qui doit être linéaire, bien sûr, c'est le réseau complexe. C'est l'intérieur, si vous voulez, c'est dans la boîte noire. La boîte noire ici doit être un réseau linéaire. Voilà, tout ceci doit être un réseau linéaire. Et alors, la résistance externe ne doit pas forcément être un réseau linéaire. C'est pas forcément, enfin, ce n'est pas forcément une résistance linéaire. Lui, peut être linéaire ou une résistance non linéaire, peu importe. Ça marche. Ça marche avec une résistance linéaire ou non linéaire. Bon, je ferai un cas de figure, on peut faire beaucoup de cas de figure avec tout ça. Le tout, c'est de comprendre le théorème de Thévenin. Une fois que vous avez compris, vous pouvez l'appliquer à différents types de circuits. Voilà. Voilà, je vous remercie.